La chose que je voudrais te demander, Alain, à la suite de ce que nous venons de voir, c'est est-ce qu'il faut vraiment aimer le périurbain pour le comprendre et aussi pour l'entreprendre en tant qu'acteur de diverses puissances. Est-ce qu'il faut l'aimer, même peut-être, est-ce qu'il faut s'aimer dans le périurbain pour arriver à le comprendre et à l'entreprendre? Ben oui, il faudrait pouvoir s'aimer dans le périurbain, mais franchement, on n'y arrive pas. Bon. Là, c'est un peu un constat, bon, c'est pas très drôle. La dernière présentation, elle dit autre chose. Je trouve l'histoire de la chose, j'ai découvert là, c'est extrêmement intéressant par rapport à une réflexion sur qu'est-ce que c'est que comprendre, justement. Qu'est-ce que c'est que connaître. C'est-à-dire que, enfin moi je l'ai senti comme ça, hein. On s'interdit de haïr, justement. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'aimer, a priori, mais on s'interdit de haïr a priori. Et on se met en position de dire je sais pas, et je vais aborder les choses par les entrées que j'ai envie d'avoir, hein. Pas tellement important. L'idée c'est la posture dans laquelle on se met. Je me mets dans la posture de ne pas avoir de certitude. Bon d'accord, là on va commencer à faire comme la deuxième présentation, hein, la langue de bois. Mais ça on en reparlera de la langue de bois, c'est super intéressant. Mais on se met dans la posture de ne pas avoir de certitude, de ne pas avoir de chemin d'entrée trop déterminé, et de dire, ben oui, il y a une chose. Et on va essayer de comprendre comment ça fonctionne la chose, et on va essayer, alors pas d'aimer, moi, je crois que c'est pas vraiment le mot, on va essayer d'avoir une relation avec, ce qui n'est pas exactement la même chose. Alors, tu sais, en tant que sociologue, on est de plus en plus dans la recherche de l'épreuve, du fait d'éprouver. Or, dans le périurbain, on a l'impression qu'on a en quelque sorte un excès d'épreuve au sens d'agression, de tout ce qui nous assaille et qui rend l'expérience périurbaine fatigante, fastidieuse, socialement qui délie le social, etc., etc. Et que par contre on est en déficit du fait d'éprouver par les sens la sensualité, la matérialité, le contact, bref, hein, il y a eu toutes ces séquences où le vivant réapparaît et où on éprouve le périurbain simplement en regardant, mimant la terre, les animaux, etc., etc. Est-ce que tu penses que la situation est, de ce point de vue, de l'opposition entre l'épreuve dans ce qu'elle a d'agressif et l'épreuve dans ce qu'elle a de sensoriel, cette opposition, bon, il n'y a rien de plus à en dire dans le périurbain que dans l'urbain, ou est-ce que tu l'as déjà rencontré dans le travail sociologique sur la ville, et y a-t-il à en tirer des expériences, des apprentissages pour la question périurbaine par rapport à la façon dont dans la ville, on a déjà discuté de ça, entre épreuve au sens négatif et épreuve au sens simplement phénoménologique. Et donc, si je réfère à d'autres expériences, je dis bien à d'autres expériences du périurbain, la première chose moi, qui me vient à l'esprit, c'est que c'est extrêmement variable. C'est-à-dire que tu peux te trouver à un moment dans un contexte où ce sont les épreuves au sens des difficultés à surmonter, on va dire, qui sont complètement dominantes, c'est-à-dire où tu te sens très dans la contrainte et dans l'épreuve à franchir, et puis tu as plein de lieux dans le périurbain où tu vas éprouver beaucoup. Bon. Et où donc, moi je ne vois pas comment on peut avoir une idée unique de tant de situations tellement différentes. C'est très variable. Épreuve, c'est très variable, non seulement dans les lieux, mais dans le temps. Non seulement dans les lieux, mais dans le temps. C'est-à-dire que j'imagine même que à HR, ça peut ne pas être exactement le même genre d'épreuve au double sens du terme, le dimanche matin, le samedi soir et le mercredi à 14h30. Et donc, pour comprendre, il faut regarder pas seulement le territoire, mais il faut regarder ce que font les gens au quotidien, les itinéraires, les temporalités, etc., etc., etc. On a commencé notre session il y a 2 jours, ou maintenant ça va être 3, forcément par un tour en quart,
où, grâce à quelques collègues du coin, on nous a raconté ce qu'on était en train de quoi on était en train de s'emparer. Et donc, d'une façon ou d'une autre, et à l'arrivée c'est encore là, on est toujours dans l'effort de la construction du récit. Comme on dit maintenant en urbanisme, du grand récit. On parle du grand récit métropolitain, du grand récit urbain, et on a bel et bien l'impression que le périurbain, c'est ce à quoi il manque encore un récit. Quand on fait le récit du passé, il est plutôt propre, en ordre, et peut-être pas hyper heureux, mais en tout cas, il est rassurant, il est réassurant, il est réancrant. Quand on fait le récit du présent, il commence à y avoir du désarroi, dire, vous avez vu, c'est pas terrible ce qu'on fait, encore une bordure ratée, encore une lisière contestée, encore un centre commercial, encore un lotissement pourri, etc., etc. Et après, quand on s'embarque dans le récit du futur, alors là, c'est carrément l'angoisse, et c'est la projection de tout ce que nous ne voulons pas devenir. Comme on dit dans Alice au Pays des Merveilles, tout dépend qui est le maître. Je veux dire par là, le récit, pourquoi on le fait? Est-ce que le récit est une chose nécessaire? Est-ce que le récit est ce qui permet de vivre à un endroit? Est-ce que le récit est quelque chose qui a besoin d'être partagé? Est-ce que chacun ne peut pas faire son petit récit à lui pour organiser son rapport aux lieux dans lesquels il vit? Bon, c'est des questions qui ne sont pas simplement rhétoriques. C'est-à-dire qu'il y a un peu un risque de l'idée qu'il faut un récit. Et c'est une espèce de... Bon, le terme de totalitarisme est extrêmement exagéré, mais il y a un petit chouïa de quelque chose comme ça. Bon. On ne peut pas complètement faire l'économie de réfléchir sur les récits en commençant par se demander à quoi on veut les faire servir. Pour l'action sont faits pour que tous les acteurs arrivent à se situer les uns par rapport aux autres, quitte à ce que le récit soit passablement creux. Et bon, on peut analyser ce qu'on a entendu tout à l'heure, on est tous là-dedans. C'est pas les autres, c'est nous. Ce que présentait ce truc. Bon, c'est nous à partir du moment où on entre dans l'action. C'est-à-dire que tant qu'on est dans l'observation, la distance critique de celui qui fait pas, on peut se permettre de raconter une autre histoire. C'est quand même une histoire aussi d'ailleurs, mais bon, on peut se permettre de raconter une autre histoire. Quand on entre dans l'action, on entre dans ce genre de choses. Et on a un vrai problème qui est, je vais le poser très grossièrement, qui est jusqu'où peut-on sacrifier le sens du récit au positionnement des acteurs. Il y a une première catégorie de construction de récit, une première catégorie de récits qui sont les récits pour l'action. Et je dirais là, je prendrais un point de vue épouvantablement pragmatique au sens banal du terme, c'est-à-dire est-ce qu'ils servent à quelque chose et sur quoi ils débouchent. Et je dirais construisons n'importe quel récit, s'il débouche de façon qui est satisfaisante pour beaucoup de monde, très bien le récit. Comme je me souviens de Joël Batteux, j'avais été très bête face à Joël Batteux, le maire de Saint-Nazaire. Et donc, je lui disais, mais tout ce que vous racontez sur Saint-Nazaire, historiquement, c'est pas vrai. C'est pas de l'histoire sérieuse. Il me disait, mais quelle importance. Moi, j'y crois, les gens y croient, ça nous permet d'agir. Qu'est-ce que vous voulez que ça nous fiche que ce soit pas historiquement sérieux? Et j'ai pris la leçon, parce qu'il avait raison. Il a raison, s'en fiche. Donc, là, effectivement, c'est ça. De l'autre côté, il y a des choses qui me paraissent bien plus complexes, qui sont la construction, je vais dire ça là aussi de façon un peu bébête, mais la construction des récits pour vivre ensemble. La construction des récits pour se comprendre. La construction des récits pour faciliter la relation entre des nouveaux habitants, par exemple, des nouveaux arrivants et le contexte dans lequel ils vont habiter, etc. Et c'est pas le même genre de récit et il se construit pas de la même façon. Le premier, on peut le faire par un fabricant de récits. Après tout, c'est peu ou prou notre boulot, un peu aux uns et aux autres, d'être des fabricants de récits pour l'action. Et après, le récit pour le vivre ensemble, il se sédimente. Il est beaucoup moins construit par des acteurs qui vont le fabriquer, ils peuvent contribuer à le mettre en forme, contribuer à le rendre plus public, etc. Mais d'abord, il est divers, il a toujours plusieurs dimensions. Le récit pour vivre ensemble, il n'est pas univoque, il ne peut pas l'être.
Il ne peut pas l'être. C'est des récits qui se rencontrent, c'est des récits divers qui se rencontrent, qui s'agrègent, etc. Et c'est vrai qu'à un moment, le passé, ça sert bien pour ça. Le passé, éventuellement, ça sert bien pour faire se rencontrer des récits divers. Ça fait un point de repère. On est dans le passé, on n'est pas dans le passé, mais on peut tous en parler, etc. Mais je crois qu'il y a vraiment un gros problème de construction des récits pour vivre ensemble. Et peut-être alors, si on réfléchit un peu plus du côté du politique, de la création des lieux où on peut faire ça. La création des lieux où on peut construire des récits pour vivre ensemble. Et je crois que c'est deux problèmes assez différents. Voir ton point de vue maintenant sur cette question d'une façon générale, et c'est-à-dire la façon générale étant, la question générale étant qu'est-ce que l'espace public dans l'espace périurbain, parce que c'était ça notre problème, en quoi ça fait ou pas l'espace public, défaillance, paradoxe, etc., etc. Et comment tu vois... Et ma réaction, c'est de dire il y a une question peut-être un peu spécifique de l'espace public vaste et à faible intensité. C'est-à-dire l'espace public qui n'est pas l'objet d'une fréquentation très intense, mais qui est relativement vaste en surface, et qui est peut-être un élément qui peut avoir une certaine force dans le périurbain. Là, moi, c'est des réflexions autour de la plaine, hein, ça, qui peut avoir une certaine force dans le périurbain et qui pose des problèmes spécifiques. Parce que on finit toujours par arriver sur des problèmes bestiaux qui sont comment on gère. Et comment on gère, ça part de la question du statut. Et quand on est, si je suis rentré par ces histoires d'espaces vastes et à relativement faible fréquentation, c'est parce que ça pose des problèmes de gestion. Et donc des problèmes de statut. Et là, je crois que c'est peut-être quelque chose qui est assez spécifique du périurbain. C'est-à-dire que je crois que se représenter l'espace public du périurbain à partir de l'image de l'espace public typique, central, ville consolidée, etc., c'est quand même une erreur. Les lieux de déplacement, de mobilité, posent des problèmes d'espace public dans le périurbain qui sont absolument redoutables. Et que ce soit le périurbain ou le périurbain classique, je dirais, ça ne veut rien dire, enfin bon, ou les villes nouvelles, ou des endroits comme ça, on a toujours cette question de qu'est-ce que c'est qu'un espace public qui sert à la circulation. Qu'est-ce qu'on lui donne comme sens, comment on le fait fonctionner, comment on l'organise, comment on soucie, comment cela.